Chers téléspectateurs de la Belle Télévision, bienvenue à cette émission consacrée à la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Nous allons aborder quelques questions qui concernent l'épanouissement de la femme au Cameroun, en Afrique et dans le monde, avec une des dignes représentantes de ces questions-là. Il s'agit de Chantal Kambiwa. C'est une femme politique très dévouée et acharnée au sein du principal parti de l'opposition, le Social Democratic Front, pour ne pas le nommer. Elle est également une fervente défenseur de la dernière heure des droits de la femme en Afrique et dans le monde. Elle représente l'Afrique au sein des organismes internationaux en ce qui concerne les questions du genre. Elle est femme au foyer et elle est à idéologie socialiste. Bonjour, Chantal Kambiwa. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir plus ample information sur qui est Chantal Kambiwa? Merci de vous intéresser à ma personne à l'occasion de la 36e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Ça prouve déjà l'esprit de votre entreprise en ce qui concerne la place de la femme dans la société et pour ça je vous en remercie. Je suis coordinatrice nationale du Front social-démocrate SDF, par ailleurs vice-présidente de l'Internationale socialiste et je milite dans le SDF depuis 1992. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'y suis toujours. On peut le dire, parce qu'il y a eu tellement de désertion au sein de ce parti-là, même des femmes comme vous sont parties. Vous vous êtes senti quand même gêné par le départ de ces femmes-là? Oui, là, ce qui fait la différence, c'est la base. J'ai quand même une base assez solide politiquement, puisque mes parents étaient engagés politiquement. Je suis la fille d'un ancien ministre de la République du Cameroun. Et j'ai été formée pour aller au bout. Et que mes parents m'avaient déjà dit que la politique, ce n'était pas facile. Donc, moralement, j'étais préparée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'étais pas entrée en politique pour me faire... On va y entrer en détail tout à l'heure. Le 8 mars, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est une journée où la femme doit tout laisser tomber pour se consacrer à ce qui pourrait la rendre heureuse? C'est une journée de revendication, c'est une journée d'affirmation de soi. C'est quoi pour vous? Tous les jours est un 8 mars pour la femme. Et le 8 mars, c'est un jour où on s'arrête ensemble. Quand je dis bien ensemble, on fait tomber ces barrières politiques, on devient femme, on devient fille. Pour ensemble regarder le chemin parcouru, faire un point et se projeter dans l'avenir pour améliorer notre quotidien. C'est ça le 8 mars, rien d'autre. Et tous les jours est un 8 mars pour une combattante. Tous les jours, nous allons au front pour résoudre nos problèmes, pour chercher notre bien-être, pour participer au développement durable de notre pays comme des êtres à part entière. D'ailleurs, par notre nombre, ça nous concerne plus que d'autres personnes. D'accord. Nous allons revenir sur ce sujet qu'est la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Mais permettez-nous d'aborder ce chapitre qui vous fait connaître dans le pays, en Afrique et dans le monde, la politique. Le nombre d'associations qui existent aujourd'hui pour inciter la femme africaine à s'intéresser à la chose politique montre quand même que le domaine est très sensible et peut-être même dangereux pour elle. Alors, quel est l'intérêt pour une femme à s'intéresser à la chose politique? C'est la clé de tout. Tout commence par la politique, c'est un cadre. En fait, la femme fait de la politique tous les jours, mais dans un autre secteur. Si l'on voit la politique comme résoudre les problèmes des gens, apporter les solutions aux problèmes des populations, alors, en tant que femme, nous avons tout pour la faire, cette politique. Mais pourtant, tous les jours, lorsqu'on parle de politique, à une femme, la plupart vont vous dire « Ouh là là, attention, moi je ne fais pas la politique ». Alors que non seulement elle fait la politique tous les jours, mais c'est la politique et la mauvaise politique qui rend sa vie aussi difficile et compliquée. Donc,
la femme est mieux placée pour faire la politique et elle devrait la faire puisqu'elle y est déjà. Elle devait en ce moment choisir là où elle est. Nous voulons qu'il y ait plus de femmes dans les instances de prise de décision pour que les décisions prises impactent la vie de plus de la moitié de la population. Ici au Cameroun, nous sommes environ 52% de femmes. Alors, que de mieux que la femme pour apporter ne serait-ce que la moitié des solutions à cette majorité silencieuse que sont des femmes, mais la société camerounaise irait mieux. D'accord. Vous vous lancez donc en politique dans le début des années 90 et contre toute attente, vous choisissez de commencer par un parti d'opposition. Compliqué. Quelle a été la réaction de votre entourage, surtout de vos parents qui, eux, étaient au sein du parti au pouvoir, le RDPC? Vraiment, et c'est à leur actif. Je rends hommage à mes parents qui n'ont pas vu de difficulté pour moi à m'engager dans un parti de l'opposition, je peux dire à l'époque, qui était considéré comme un parti violent. Ils avaient plutôt peur pour moi. Ils se disaient l'environnement dans lequel j'ai grandi, ils ne me voyaient pas dans cette formation politique. Ils me voyaient auprès d'eux, dans le parti au pouvoir, dans le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour qu'ils puissent m'accompagner et pourquoi pas profiter de l'héritage qu'ils avaient déjà bâti. Mais que non, justement en grandissant dans ce cadre, parce que j'ai subi l'impact de la politique dans ma vie étant en France. Mes parents étant dedans, j'ai quand même vu que malgré l'engagement, surtout celui de ma mère, qui était une femme qui n'était pas là à l'école, justement à cause des discriminations, des choix entre mes oncles et elle, mais qui est devenue par ailleurs femme de ministre, j'ai vu les difficultés qu'elle avait pu avoir malgré sa position et son intelligence, parce que c'était une femme très intelligente. Tout cela m'a motivée. J'ai vu aussi par rapport à mon père, son engagement et son honnêteté, les difficultés qu'il a pu avoir dans ses fonctions, et ça on en reviendra, et tout cela a bâti ma personne, a fait en sorte que le SIF était le parti dans lequel j'ai choisi, parce que à l'époque, c'était une question de changement. Il fallait changer tout ce que je voyais de négatif et j'ai accepté d'y aller, à mes risques et périls, bien entendu. Bien entendu, parce que le président de ce parti, c'est l'un des héros de la lutte politique au Cameroun, Nidjon Frondi, président national du Social Democratic Front. Alors vous y arrivez, vous trouvez des hommes, cadres, qui tiennent ce parti de main de maître. Comment avez-vous été accueillis en tant que femme? Ils étaient d'abord contents de voir qu'une personne avec un passé comme le mien vient les rejoindre. Mais ça n'a pas empêché qu'ils voient derrière cette personne qu'une femme. Qu'une femme qui venait grandir leur nombre, comme c'est souvent le cas dans la majorité des partis politiques. Donc au départ, ça allait très bien puisque je venais combler un vide ou bien les accompagner. Mais que non, lorsque au fil du temps, ils s'en rendent compte que je ne suis pas qu'une accompagnatrice, parce que ça n'a jamais été mon option, je venais m'affirmer. Je venais apporter, justement, contribuer à résoudre les problèmes des femmes. Parce que j'ai bien observé, ma mère était très engagée politiquement et dans les associations. Je voyais là où il y avait le hic, et que chez moi, dans mon éducation, c'était différent. Mon père ne nous traitait pas, ni ma mère, comme des femmes, et mes frères comme des hommes. On nous a élevés de la même manière, à se battre, à se battre pour ce dont on a droit. Donc, dès l'instant où ils ont vu que je venais pour parler vrai, ça, j'ai eu quelques difficultés, pour ne pas dire beaucoup de difficultés. Et c'est par la préparation que j'ai eue que j'y suis encore. Vous occupez donc successivement des postes, notamment? Oui, au départ, j'étais à l'éducation et à la formation. Parce que j'avais vu que c'était le départ, le point faible pour les femmes. Donc j'ai tout fait pour être à l'éducation et à la formation. Et j'étais à l'époque adjointe. C'est normal, c'est toujours les seconds rôles que jouent les femmes dans les partis politiques, dans la plupart des partis politiques. Donc, j'y suis allée pour voir. Mais arrivé à ce niveau, j'ai vu que l'éducation politique en elle-même n'était pas une priorité pour beaucoup de personnes. C'était la quête au pouvoir. Alors que c'est cette éducation qui allait projeter et former
les gens pour l'avenir. Puisque cette génération-là, à un moment, ça s'arrête, comme c'est le cas, il faut la projeter. Donc, il fallait rapidement aller dans un autre secteur ou attirer l'attention de mes camarades qu'attention, la femme est un partenaire important, un partenaire sûr, comme les jeunes. Parce qu'à l'époque, le parti, on nous faisait croire que non, on ne veut pas faire comme les autres partis, où on met les femmes à part, les hommes à part, il faut qu'on soit tous mélangés. Oui, c'était une bonne politique, mais sans les mesures d'accompagnement, on était mélangés dans quoi et où? Quelle était notre place? Donc il fallait absolument se battre pour mettre en place une coordination des femmes, pas une autre section des femmes qui élimine les femmes dans les prises de décision. On voulait justement cette approche où les femmes sont là, mais où elles peuvent avoir un cadre, où entre elles, elles débattent de leurs problèmes spécifiques en même temps que les jeunes et apporter dans cette instance de prise de décision qui est le comité exécutif national des solutions spécifiques qui vont booster la politique du parti et faire en sorte que nous représentions plus la population étant donné que les femmes sont plus nombreuses. C'était cette compréhension-là qui était difficile et pendant des années, toutes mes difficultés sont venues de cette bataille que j'ai menée pour leur faire comprendre que oui, c'est bien d'être assises ensemble dans une même instance. C'est bien de faire tout ensemble, mais sachez que dans cet ensemble, il y a des spécificités à prendre en compte, il y a des mesures d'accompagnement à adopter pour que nous soyons tous à l'arrivée. Quoiqu'au départ, mais mal placé. Et quelles sont les différentes paroles que vous entendiez? Parce que ça ne rate pas, on le voit dans d'autres assemblées. En Camerounais, on dit elle a le gros cœur. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle veut montrer quoi? Elle a sa place là. Et comme femme, ça suffit, elle est déjà au comité exécutif national, qui est l'instance supérieure. Mais il n'entendait pas autre chose que ça. La preuve en est que même lorsque mon parti était fort, on n'a pas eu beaucoup de femmes. À l'Assemblée, on n'a pas, alors qu'il suffisait, c'était le parti qui investissait. Parce que les partis politiques ont un impact terrible sur la vie des femmes engagées. Si au départ, ils ne vous mettent pas sur une liste et vous n'allez pas être à l'arrivée si vous n'êtes pas au départ. Ok? Et si vous êtes au départ mal placé et qu'en cours de route, il faut partager, il faut un partage de sièges, c'est vous qui restez parce que vous êtes mise en bas de la liste. Or, la sélection des candidats dans un parti politique est très très sensible. C'est quelque chose de délicat. Et ça aussi, ça m'a valu des problèmes, puisque je n'ai pas accepté la discrimination négative qu'il y a eu lors de la sélection des candidats. Donc, tous ceux qui devaient conduire les listes étaient des hommes et les femmes devaient être sur la liste juste pour accompagner. Heureusement qu'au Cameroun, il y a cette loi qui est arrivée, qui interdisait, qui n'accepte plus les listes qui n'ont pas de femmes. Nous voulons l'amélioration de cette loi par une loi de quota. Je suis pour cette loi de quota, non seulement une loi de quota, mais une disposition sur la liste qui donne les chances aux femmes ainsi qu'aux hommes pour accéder. Pas une disposition de quota où les 30% par exemple sont en bas de la liste et les hommes en haut. Donc pour revenir à la question, dans mon parti, il était difficile de faire comprendre. Il y avait des hommes, comme on dit, des personnes engagées sur la question du genre. Mais ils étaient minoritaires. Mais avec le temps, cette minorité s'est accrue. On a eu des gens. Mais le problème restait que fondamentalement, le leader n'avait jamais été ouvert, n'était pas ouvert sur cette question. Et je ne crois pas, il a évolué. Vous parlez de Nidjan Fondi? Bien sûr. Il a évolué aujourd'hui sur la question, mais ce n'est toujours pas ça. Parce qu'à l'époque où on occupait toute la base, il fallait, c'était une volonté politique à l'intérieur du parti pour dire qu'on veut des femmes ici. Si on avait mis des femmes en tête de liste, vu le poids politique de notre parti, elles passaient. Mais c'était un problème à l'intérieur qui concernait la sélection des candidats à la base. D'ailleurs, l'exemple, ils avaient mis des élections primaires.
Ça a toujours été des primaires. Chez nous, pour la sélection des candidats. Voyez-vous, je me porte candidat dans ma circonscription pour les primaires à l'intérieur de mon parti. Et les primaires devaient réguler, devaient positionner, devaient fabriquer, devaient construire cette liste suivant le nombre de voix qu'on a eu à la base. Alors, j'avais en face de moi le maire, un camarade qui était maire dans la circonscription, et un autre vice-président de l'Assemblée, et le troisième qui était le président de toute la région où je milite, puisque c'est toujours la même région, celle du littoral. Donc j'avais ces 3 hommes, et je suis quand même partie aux primaires avec. Je suis sortie première lors des primaires. Mais dites-vous bien qu'à l'investiture, c'est là qu'ils ont vu que j'étais une femme et que je ne pouvais pas conduire la liste. C'est là où ils ont vu que je n'étais pas de cette région et que je ne pouvais pas conduire la liste. Alors qu'avant d'aller aux élections primaires, aucune disposition discriminatoire n'existait. On ne m'a pas dit que je suis de l'Ouest et que je ne peux pas compétir dans le littoral. Ils m'ont laissé partir en sous-estimant le travail que j'avais déjà fait à la base, en sous-estimant le nombre de femmes que nous étions, en sous-estimant les jeunes que j'avais déjà éduqués, en sous-estimant tout simplement mon travail et en ignorant que j'étais une femme, mais une force en politique. Donc, je suis sortie première de loin de toutes ces personnalités qui avaient été des personnalités grâce à leur statut d'homme, puisque la base les avait rejetés. Mais le sommet de mon parti n'a pas voulu que je conduise la liste. Ça, c'est un exemple personnel des barrières, des obstacles que j'ai eus. Oui. Et il y a beaucoup de femmes, pas seulement au Cameroun, à travers le monde, puisque je travaille dans la sous-région et en international, qui vivent les mêmes drames. Alors, pour ne pas baisser la main, baisser les mains, pour ne pas se décourager et décourager les autres qui viennent, il faut résister. Il faut résister. Et il faut briser le silence. Lorsqu'on est face à la violence, parce que c'était une violence. C'était une violence politique. On continue d'ailleurs à subir. Mais le seul moyen, c'est de dénoncer. Et on nous l'a dit. Pour arrêter la violence, il faut briser le silence. Le problème pour les femmes, nous ne brisons pas souvent le silence. Nous avons peur toujours de ce qu'on va dire. Nous encaissons beaucoup et nous souffrons. Et ça n'encourage pas les jeunes qui veulent arriver. Puisque de toutes les façons, la classe politique doit se renouveler. Les hommes doivent connaître et comprendre l'importance de la place de la femme en politique. Parce que nous avons beaucoup trop de problèmes. Nous sommes plus nombreuses et nous sommes mieux placés en général pour apporter des solutions à ces problèmes qui sont spécifiques. Alors on va aborder un autre chapitre, celui de votre militantisme au sein de la société civile. Alors on le dit depuis le début de l'émission que vous êtes défenseur des droits de la femme au Cameroun et en Afrique. Vous avez remarqué les différentes entraves qui empêchent l'épanouissement de la femme camerounaise et africaine. Quelles sont-elles? Il y a déjà la femme elle-même qui pense qu'elle n'est pas faite pour la politique, alors qu'elle l'a fait au quotidien. Nous ne le dirons jamais assez. Femmes, vous faites de la politique, venez le faire pas seulement pour vous et votre famille, venez aider nos gouvernements à épanouir nos sociétés. C'est notre rôle. Lorsqu'on a fini de dire cela, on va dans l'environnement. Vous savez, sans cadre juridique, on ne peut pas facilement agir. Des cadres juridiques sont importants. Et aujourd'hui en Afrique, nous nous rendons bien compte que la plupart de nos pays se sont engagés, ont ratifié des lois en faveur de la femme. Que ce soit la CEDEAW, le protocole de Maputo, les recommandations même internes au niveau de l'Union africaine comme au niveau des Nations Unies. C'est le cas pour le Cameroun. Mais le véritable problème, c'est de passer de ces lois aux actions concrètes. C'est les mesures d'accompagnement pour faire booster cela. Une fois qu'on vous a affiché cela, lorsqu'on regarde les chiffres, il y a problème. Ça ne colle pas toujours. Parce qu'il y a une partie d'hommes qui pensent effectivement que plus des femmes
aux instances de plus de décision, c'est moins d'hommes. Et personne ne veut être dans ce moins. Ok? Tout le monde veut être à l'avance. Il y a des obstacles qui ne sont pas dus à nous. On le dit très souvent, la pauvreté a le visage de la femme. Parce que j'ai pris l'exemple de ma mère. Lorsque dans une société, aujourd'hui, vous n'êtes pas allé à l'école, parce que ça ne va pas dans la famille, on préfère envoyer le garçon à l'école et qu'on vous laisse à la maison, vous avez très peu de chances de réussir demain, puisque la société est faite de sorte que vous pouvez travailler dans un autre secteur, peut-être qu'il n'a même pas besoin de tous les diplômes que vous avez eus, mais le chemin de l'obtention de ces diplômes vous forme à autre chose, vous libère, vous amène sur le droit de la connaissance, sur le chemin de la connaissance de vos droits. Et lorsque vous ne connaissez pas vos droits, c'est déjà une faiblesse. Ça, c'est une des faiblesses de la femme. Si nous ne connaissons pas nos droits, ça va nous affaiblir politiquement et même dans la vie de tous les jours, nous allons subir plus de violence que celles qui connaissent leurs droits et les défendent de manière pacifique, pas de manière violente. Nous avons aussi des problèmes en tant que femmes, nos priorités ne sont pas toujours les bonnes. Si la pauvreté a le visage d'une femme, mais nos priorités nous appauvrissent aussi. Je prends un exemple. Pour s'engager en politique, il faut quand même avoir un minimum, une carte d'électeur. Cette carte d'électeur va découler de votre carte d'identité. Ça a un coût, mais que pour d'autres femmes, c'est cher, c'est beaucoup cher payé. Mais dites-vous bien, ce n'est pas aussi cher payé qu'un pain qu'elle va acheter pour assister à un mariage. Ce n'est pas aussi cher payé qu'un uniforme qu'elle va vouloir absolument abhorrer pour aller à des funérailles, aux obsèques. Non, nous avons un problème avec nos priorités. Lorsque nous, en tant que société civile, nous descendons dans les associations des femmes, parce que nous le faisons, Servitas Cameroun est une organisation de la société civile, justement qui est là pour former les femmes, leur faire connaître leurs droits, s'assurer qu'elles s'intègrent dans la couche dans la société, et même des femmes vulnérables, qu'elles viennent pour qu'ensemble on puisse restructurer notre société. Mais lorsque nous descendons souvent dans ces organisations pour pointer du doigt ce qui fait en sorte que nous ayons des problèmes en tant que femmes, nous ne sommes pas toujours la bienvenue par ces femmes qui sont plus concentrées à cotiser leur argent, ici on appelle des tontines, à faire leur tontine. Donc elles ont plus de temps pour ça que de nous écouter, alors qu'elles vont passer leur temps à faire des tontines et ne même pas savoir profiter de ces tontines dans la vie de tous les jours. Lorsque nous leur demandons d'aller s'inscrire, elle ne veut pas laisser un seul instant son comptoir parce qu'elle vend ses arachides. Elle ne sait pas qu'en sacrifiant 30 minutes, elle peut vendre plus cet arachide parce que dans un cadre confortable, parce qu'elle ira choisir librement les personnes qui vont gérer son environnement et de faire en sorte qu'elle vende ses arachides dans un cadre agréable qui correspond même à sa morphologie. Donc nous avons des problèmes de priorité. Nous verrons très peu de femmes qui suivent le journal télévisé pour avoir des informations en ce qui concerne le code électoral. Elle va aller regarder un feuilleton qui va la perdre, la distraire de la réalité. Et une fois la télévision éteinte, elle se retrouve face au quotidien, à la dureté de la vie, face à elle, parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui n'existent pas pour la sortir de cette misère, pour la sortir de cette difficulté, où, à cause des mauvais choix, elle rêve. Réveillons-nous les femmes. Réveillons-nous, impliquons-nous, allons chercher cette information, allons arracher ce pouvoir pour que les décisions prises prennent compte de nos préoccupations. Nous avons beaucoup de charges, beaucoup de difficultés et il n'y a qu'un cadre juridique clair, une volonté politique et nous sommes mieux placés pour l'imposer, pour la faire. Venez, ne restons pas toujours derrière. La vie nous appartient, nous sommes des mères, des épouses, nos responsabilités demandent à ce que nous soyons devant. La société a trouvé des parades pour permettre à la femme d'accéder à l'égalité des chances dans la société. Il s'agit ici de la discrimination positive, un sujet qui soulève bien de débats controversés. Personnellement, vous êtes pour ou contre la discrimination positive? Je suis pour. À 100%. Je vous l'ai dit,
avant le cadre juridique. On ne peut pas agir, on ne peut pas attendre que des gens se lèvent un matin et vous disent que bon, j'ai pitié de vous, venez vous mettre là. Non, il faut que la loi leur dise c'est comme ça. Et si aujourd'hui au Cameroun, nous avons 33, un peu plus de 33% des femmes à l'Assemblée, c'est grâce à cette disposition qui fait en sorte qu'au Cameroun, aucune liste n'est acceptée par l'organe qui gère les élections, qui est Elecam Cameroun. Elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Forcément, ces leaders qui sont que des hommes sont obligés même d'aller nous supplier. Parce qu'ils veulent arriver, ils veulent être sur la liste, ils veulent que leur liste ne soit pas représentée. Ils vont aller chercher. Maintenant, il va falloir que cette loi connaisse des améliorations. Refuser un quota, c'est de ne pas connaître les difficultés des femmes. Nous ne sommes pas là où nous sommes parce que nous voulons pour la plupart du temps. Nous voulons être des mères, nous voulons être des épouses, des bonnes épouses, des éducatrices, mais nous voulons aussi apporter notre expérience. Alors comment faire pour une personne qui a autant de charges, ok, pour qu'elle soit à l'arrivée sans être au départ? Par exemple, nous sommes souvent en compagnie des époux qui sont en même temps des militants. Mettre une loi ne suffit pas, parce que les hommes en politique sont égoïstes, je vous l'ai dit. Il se dit, mais cette femme, elle va où là? Si on la met sur la liste devant, mais c'est elle qui va être maire à ma place. Elle va passer députée et qui va être suppléant. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Donc nous ne pouvons pas attendre leur bon vouloir, leur magnanimité, leur gentillesse. Il faut qu'il y ait quand même des lois et des lois contraignantes qui amènent ces hommes à les respecter tout simplement. Nous ne demandons pas plus. C'est notre être en tant que mère, en tant qu'épouse, qui fait en sorte que nous n'avons pas le même temps à sacrifier pour la politique. Parce que dites-vous bien que c'est une stratégie qu'ils utilisent, eux, hommes, contre nous. C'est-à-dire toutes les discriminations que nous avons subies se retournent contre nous. Lorsque nous voulons nous engager en politique, on nous dit, la loi dit, il faut savoir lire l'anglais ou le français pour ici, là, au Cameroun. Vous comprenez? Alors que la plupart des personnes, nombreuses avec une carte d'électeur, ne savent pas lire ou écrire le français. Mais ces hommes le savent, puisque lorsqu'ils descendent de faire les campagnes, ils ne viennent pas faire les campagnes en anglais ou en français, hein. Ils cherchent votre dialecte. Donc ils comprennent bien que vous n'êtes pas bête pour vous convaincre. Ok? Donc, si il y a ces mesures positives, quoique discriminatoires, c'est pour qu'on essaye d'avoir un équilibre. Sinon, vous verrez très peu de femmes. On va en campagne, d'autres exemples, les hommes, ils ont des stratégies. Ils savent qu'à 17h, 18h, les femmes vont rentrer à la maison, faire la popote pour les enfants. Combien d'hommes, surtout ici là en Afrique, vont laisser que leurs femmes rentrent tous les jours à minuit, 2h. Mais les primaires, tenez, ça ne se passe que la nuit. Combien d'hommes vont laisser leurs femmes africaines ils vont appeler se pavaner la nuit, sous prétexte qu'ils font de la politique, ou bien ils rentrent à la maison, ils trouvent les enfants qui n'ont pas mangé et que lui-même se mette à la cuisine pour faire à manger pour lui et les enfants parce que madame est en campagne. Ne rêvons pas, ces mesures de quotas, c'est pour rétablir un certain déséquilibre. Ces mesures de quotas, c'est pour rétablir une certaine injustice que nous avons préalablement subie et que si aujourd'hui nous femmes, nous n'éduquons pas nos hommes, nos garçons comme nos filles, ça ne va pas s'arrêter. Il faut que nous le fassions absolument, d'abord pour réduire la violence et laisser la place à ces personnes pour qu'elles puissent s'épanouir et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Toutes, nous sommes d'accord que la route est encore très longue parce qu'on continue de compter ces jeunes filles qui sont mariées de force, ces jeunes filles qui sont violées dans les maisons, l'excision qui n'a pas encore été complètement éradiquée, elle existe encore dans plusieurs contrées de notre cher continent. Les femmes sont toujours marginalisées en entreprise et ce taux de féminicide toujours croissant. On a l'impression qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Quelle est la solution à ces problèmes-là? Écoutez, tout part de l'éducation. Je vous l'ai dit. Si aujourd'hui, nous éduquons nos garçons comme nous éduquons nos filles, ça va changer.
Le garçon va comprendre que toutes les parties d'un corps humain, surtout chez la femme, sont importantes. Et que ce n'est pas lui qui va repugner une femme parce qu'elle n'est pas excisée. Parce que tout cela concourt à quoi? C'est un cercle vicieux, une manipulation qui fait en sorte que tout, c'est pour faire plaisir à l'homme. Si l'homme n'en veut pas de femmes excisées, on ne va plus les exciser. Et pour qu'il n'en veut pas de ces femmes excisées, il faut qu'il soit éduqué en sachant que l'excision met en danger la vie des femmes. Tout simplement. Là, nous touchons à nos us et coutumes. C'est une question d'éducation. Lorsqu'on a été éduqué comme ça, il y a des femmes qui iront elles-mêmes pleurer pour avoir cette excision. Pour dire que voilà, je ne suis pas excisée, qu'est-ce que je veux faire? Je ne vais pas me marier, aucun homme ne va m'accepter. Parce qu'on l'a éduqué en lui inculquant cette idée-là dans la tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Nations Unies, à travers ONU Femmes, ont lancé la campagne He for She, Il pour elle, qui est une campagne mondiale qui sensibilise les hommes et les garçons à adhérer au combat des femmes. Et c'est une très très bonne campagne parce que par l'exemple et l'implication de ces hommes à cette campagne, les choses ont évolué. Tenez, Servitas Cameroun avec un groupe de personnes, des femmes, qui sont des reines et des princesses, dont leurs titres proviennent des rois et des chefs traditionnels, ont utilisé cette campagne Hifoshi pour vulgariser le protocole de Maputo. Où dedans, tous les actes humiliants et dégradants pour la femme sont interdits. C'est avec cela que nous avons pu travailler aux côtés des notables, de ces rois et chefs traditionnels pour leur faire comprendre dans le domaine, par exemple, des pratiques du rite du veuvage, qui est un autre cadre de discrimination, puisque des femmes en meurent après ces pratiques, et ça a changé. Ça a changé. Je prends l'exemple de mon village. Je suis du village Bangoula, à l'ouest du Cameroun. Nous avons un code de la pratique du rite de veuvage. Il est là, par exemple. Vous voyez, au-dedans, il y a beaucoup d'améliorations. Mais aujourd'hui, à cause de nos priorités en tant que femmes, combien le connaissent? C'est pour ça que Servitas Cameroun descend dans des associations des femmes pour aussi leur faire savoir des avancées qu'il y a en ce qui concerne leurs droits dans leur village, qu'elles ignorent. Et ça, ce n'est pas seulement pour Bangoula, c'est pour beaucoup d'autres villages comme ça. Donc, la question est une question d'éducation. La question est une question de sensibilisation. Oui, la femme elle-même, mais beaucoup plus le cadre dans lequel nous évoluons. Si nous voulons que demain soit différent d'aujourd'hui, meilleur pour la femme, commençons aujourd'hui à éduquer nos enfants en leur inculquant certaines valeurs. La valeur de la reconnaissance de l'autre, la valeur de la non-violence. C'est important. Il n'y a pas de magie. Toutes les autres qui sont des lois, parce que même dans nos traditions, il y avait des lois. Mais sauf que ces lois, la plupart du temps, sont discriminatoires. Et chez nous, par exemple, on disait, lorsqu'on fait un poulet, le gésier est réservé à l'homme, parce que c'était une seule partie, elle est succulente, et c'est pour... Mais aujourd'hui, on peut se produire 1 kilo de gésier. Qu'est-ce qu'ils en disent? Donc vous comprenez que c'était des idées conçues, tout ça, pour faire plaisir à l'homme. Nous ne voulons pas être des hommes. Nous ne voulons pas chasser des hommes. Nous ne voulons pas faire concurrence aux hommes. Nous voulons tout simplement qu'il y ait notre place auprès d'eux. Parce qu'une seule main, comme on dit chez moi, n'attache pas un paquet. Nous voulons évoluer ensemble et produire la lumière, comme ces deux pôles, plus et moins, donnent la lumière. Est-ce que vous êtes satisfaite avec le progrès de la condition féminine au Cameroun et en Afrique? Il y a des progrès. Il y a des progrès déjà dans la prise des décisions du cadre juridique que je parlais tantôt. Les pays ont évolué. Et c'est l'occasion ici de féliciter nos représentantes du genre et nos ministres, puisque dernièrement, dans le cadre de la préparation de la 65e session de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, elles sont passées de 30%
directement à la parité. C'était bien de suivre nos chefs d'État qui ont eux-mêmes déjà fait cette déclaration. Maintenant, nous voulons transformer tous ces discours en action et en action concrète pour le bien de la femme, pour un développement durable de nos pays. Vous n'êtes pas d'accord donc du tout, d'après certaines études, qu'il faudrait encore 130 ans à la femme pour prétendre à une égalité de chance avec les hommes? Si les mesures d'accompagnement sont là, auprès de toute cette panoplie de lois, ça peut aller très très vite. Parce que les pays comme le Cameroun veulent un développement durable en 2035, comme tout le monde. Mais il faut que ça bouge. Des choses ont évolué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut que, ce n'est pas une question de dire une loi, ce n'est pas une question de voter une loi, ce n'est pas une question de faire des déclarations, il faut les transformer. Et nous comptons beaucoup sur nos chefs, nos représentants, nos chefs d'État dans leurs nominations, d'utiliser les nominations pour corriger cette disparité. Parce que nous sortons quand même d'une élection au Cameroun qui était nouvelle, des élections régionales, où aucune femme n'est présidente de région. Vous comprenez? Ça devient un peu étonnant. On a mis dernièrement sur pied, on a élu, on a nommé, autant pour moi, des membres de la commission des droits de l'homme, sachant que tout le monde est susceptible de passer un jour, d'avoir besoin de recourir à cette commission, mais les 3 membres du bureau sont 3 hommes. C'est une nomination, alors que le discours du président sont très gender, sont favorables à l'épanouissement de la femme. Mais le décret de nomination était présidentiel. Était présidentiel, bien sûr, ce dossier, mais ne collait pas à tout ce qu'il dit dans ses discours. Parce qu'à chaque fois, il prend des engagements. Il a pris des engagements pour faire de l'égalité une réalité dans son pays. Il a pris des engagements, le président de la République camerounaise, pour faire de la femme un être épanoui dans la société. Mais lorsque nous voyons des nominations comme celle-là, nous ne sommes pas contents en tant que défenseurs des droits et nous espérons qu'il peut les corriger. Il a beaucoup de pouvoir, il peut le faire et nous continuons à croire qu'il le fera. Vous avez des filles? Il y a que la société pour les accompagner, bien sûr. Que j'ai des filles. Est-ce que vous les préparez à la politique? Bien sûr. Je la prépare à la politique. Je la prépare à ce que la vie n'est pas facile pour elle. Un dernier mot aux gouvernants africains. Gouvernants africains. Aujourd'hui, vous avez beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de progrès en termes d'adoption de lois. Mais ne le faites pas tout simplement pour être bien vu en international. Nous voulons du concret. Nous souhaitons vivement que, par des mesures d'accompagnement, vous réussissez à transformer ces discours, ces lois en réalité. Oui, vous avez beaucoup trop de pouvoir. C'est vous qui nommez les femmes. Nous sommes là, nous sommes prêts. Au fil des années, nous vous avons prouvé notre amour pour nos pays. Nous vous avons prouvé notre engagement en tant que femme, épouse, mère, éducatrice. Aujourd'hui, nos pays ne peuvent plus avancer sans nous. C'est vous qui l'avez dit. Vous avez tous joint les objectifs, les 17 objectifs du développement durable avec ces indicateurs et ces déclinaisons qui font en sorte que nous sommes incontournables. Nous sommes prêts. À vous d'agir. Merci. Merci beaucoup Chantal Kambiwa. Je rappelle que vous êtes une fervente défenseur des droits des femmes depuis des années déjà. Vous êtes notamment consultante genre, spécialisée dans l'analyse de prise en compte des femmes et du genre dans les programmes de développement nationaux. Vous dirigez actuellement Servitas Cameroun, vous en avez parlé. Vous êtes membre du Présidium de l'Internationale socialiste en tant que vice-présidente. Vous êtes également vice-présidente de la Commission des Nations Unies pour le statut de la femme, section Afrique. C'est beaucoup pour une femme. À travers Servitas Cameroun, il n'y a jamais beaucoup pour une femme. Nous avons beaucoup à faire aussi.
Ça montre juste que peut-être ceux qui disent que le leadership féminin est meilleur ont raison. Le leadership féminin a toujours été meilleur. Mais malheureusement, la société cherche son mauvais côté. Mais l'avenir nous donnera raison. Merci beaucoup, Chantal Cambio. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec une femme de poigne, une Camerounaise, mais connue sur le continent africain et au niveau international, Chantal Cambio. Nous vous remercions de nous avoir suivis et rendez-vous une prochaine fois. Au revoir.